Bonjour à tous et bienvenue à Dans l'ombre du dragon, un podcast où, cachés sous l'ombre bienveillante de D&D, nous explorons des jeux qui ne sont pas du Donjon et Dragon. Nous avons déjà fait une partie dans notre épisode précédent dans l'univers de Wanderhome. Et donc, vous pouvez aller visionner cette partie si vous êtes intéressé, parce qu'aujourd'hui, on va parler du jeu en question et faire notre retour critique sur celui-ci. Donc, vous pouvez soit regarder seulement cet épisode si vous voulez avoir une petite idée du jeu, si vous intéresse, mais aussi avoir une idée de l'expérience pour des joueurs et des joueuses en allant voir l'épisode précédent. Merci. Parfait, magnifique. Donc, pour commencer, on va présenter un petit peu le jeu. Wanderhome, c'est un jeu de Jay Dragon de Possum Creek Games c'est vraiment un petit un éditeur qui commence 2 ou 3 jeux sous sa ceinture. Ça a été financé par Kickstarter à 306 511 $ quand même. C'est un jeu qui a vraiment eu un gros succès. Je sais pas, je pense qu'on est 3 à l'avoir financé d'une façon ou d'une autre. Dominique, je sais pas si t'avais... Je pense que j'ai acheté le PDF par la suite. J'ai pas eu le droit au livre physique, malheureusement. J'ai pas mon livre physique, j'aurais bien aimé le montrer. Moi, je l'ai. Parfait, magnifique. On va pouvoir montrer l'objet parce que c'est important quand même, je trouve, de le montrer. Donc. Il est magnifique. Si tu veux montrer des images à l'intérieur, Marilou, là, c'est vraiment, honnêtement, c'est un des plus... Je vais essayer d'en prendre une qui est un petit peu plus claire, qu'on va mieux voir. Ouais, c'est ça, c'est la nuit, directement. Ouais. Mais c'est vraiment un livre magnifique, honnêtement. C'est un des plus beaux livres, personnellement, que j'ai dans ma bibliothèque. Là. C'est ça, les images. C'est vraiment comme un livre de conte, j'ai l'impression, de la manière qui est fait. Mais vraiment, avec les lettres sur le dessus qui sont un peu bosselées, là. Fait que vraiment, vraiment, un livre magnifique. Oh, t'as le c'est-tu le hardcover, en plus? Oui, c'est le hardcover que moi, je me suis gâtée. Le luxe. Donc, il est disponible. Il y a un kit de découverte qui est disponible gratuitement en français également, qui a été traduit par Melville. Sinon, il est disponible en anglais. On va mettre les liens, dans le fond, dans la description du podcast ou du vidéo, si jamais vous voulez vous le procurer en PDF ou en physique. C'est pas mal ça pour une présentation globale du jeu. Mais Dominique va nous parler un petit peu plus des règles. Comme c'est Dominique a été la personne qui a facilité la partie. Et ce n'était pas sa première partie, donc je te laisse aller, Dominique. Merci. Je vais vous dire le secret. Même si le livre fait 272 pages, en fait, toutes les règles essentielles pour comprendre le jeu tiennent en une page. Fait que je vais essayer de faire un portrait assez général de ça. Premièrement, pour jouer, vous avez besoin de ce qu'ils appellent les outils de voyage, mais en fait, c'est des espèces de phrases ou des mots qu'il faut dire pour pouvoir nous guider dans le voyage puis prendre soin des autres. Par exemple, si on veut changer de direction dans l'histoire ou vérifier l'accord des autres avec une direction prise, même prendre une pause, c'est similaire à ce que certains d'entre vous connaissez peut-être comme des outils de sécurité émotionnelle. On pense à la carte X, des choses comme ça. Puis ça, c'est vraiment intégré dans le jeu comme des outils de conversation parce que le jeu, dans le fond, c'est une conversation, c'est une histoire qu'on bâtit ensemble. Fait que ça, c'est comme le premier aspect essentiel. Le deuxième aspect après, qui est peut-être plus mécanique, qui nous fait plus penser à des jeux de société ou autre, c'est les jetons. Les jetons, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, vous avez des scènes, vous avez des tops de bouteilles, peu importe. Vous prenez ça, puis ça représente, c'est des choses qui vous donnent soit des opportunités dans la fiction, ou qui vous permettent de révéler des choses, demander à quelqu'un de révéler des sentiments, des choses comme ça. Puis, dans le fond, comment ça marche, cette économie de jetons-là, c'est que vous en prenez si vous faites quelque chose qui a un coût pour vous, ou si vous décrivez le monde. Par exemple, vous pourriez vous mettre en mauvaise posture pour aider quelqu'un. Vous pourriez donner quelque chose qui vous est cher. Décrire un moment de beauté éphémère, tout ça. Puis, vous dépensez les jetons pour faire avancer l'histoire, résoudre quelque chose d'important ou rendre le monde meilleur autour de vous. Donc, amener une solution à un problème immédiat, soulager les douleurs de quelqu'un, trouver ce qui va permettre à quelqu'un de changer. Tout ça. Ça veut pas dire nécessairement que vous pouvez jamais faire progresser l'histoire sans dépenser de jetons, mais c'est pour rythmer le jeu, dans le fond.
On veut qu'il y ait des hauts puis des bas, qu'il y ait des moments où vos personnages se mettent en situation peut-être embarrassante ou en situation plus vulnérable, et d'autres moments où vous montrez vraiment de quoi vous êtes capable. C'est ça, dans le fond, qui crée l'histoire avec les différents, ce qu'on appelle en anglais des story beats, avec les différents moments forts de l'histoire. Puis, pas besoin de jet de dés dans Wonder Home, pas besoin de pouvoir, de choses comme ça. C'est vraiment avec les jetons qu'on s'échange que ça crée l'histoire. Quoique chaque livret aussi, chacun de nos personnages donc pouvait faire ou dire des choses dans l'histoire sans dépasser des jetons. Ça avait au point que un des aspects fondamentaux de Wonder Home, c'est qu'on joue tous des livrets ou des playbooks. Puis ces livrets-là représentent différentes occupations de personnages, différentes thématiques. Par exemple, on avait un gardien qui s'occupait d'une orpheline, on avait la shepherd avec ses bourdons. Moi, j'ai utilisé par exemple un livret qui est pas dans le livre de base, qui est un livret de tiers partie, mais je vais vous donner le lien, qui s'appelle le Thymelier, qui est un maître de thé. Fait que pour faire votre personnage, c'est très simple. Vous prenez le livret, vous encerclez. Par exemple, vous notez parmi les choix qu'il vous offre, une liste de choix pour votre personnalité, pour votre look. Moi, c'était comme les thés que je veux préparer. Tout ça. Puis je fais des choix là-dedans. Puis ensuite, on crée des relations avec les personnages. Puis après, c'est juste ça. Pas besoin de sélectionner des pouvoirs, pas besoin de faire des choix mécaniques vraiment précis. C'est très narratif, tous ces choix-là. Puis après ça, le reste du livre, parce que je vous ai dit, il fait quand même 272 pages. Le reste du livre, c'est les places qu'on peut visiter, c'est les traits de personnages possibles. Puis quand je dis les places qu'on peut visiter, c'est pas des endroits précis, c'est des espèces de blocs de construction. Enfin, comme nous, on avait le cimetière, le labyrinthe et le jardin, qui sont 3 places. Puis avec 3 places, on crée un lieu central qui est l'endroit qu'on visite pour chaque scénario ou à chaque session. Puis on peut changer, c'est ça, de lieu. On peut revenir au même lieu aussi si on veut voir comment ça a changé. Parce que c'est un jeu qui reste sur le voyage, c'est un jeu de découverte des personnes, des créatures qui vivent dans ces endroits-là. Il y a aussi le passage des saisons qui est très important dans Wonder Home. Et les personnages changent à travers les saisons. Si vous avez écouté la partie de Wonder Home, vous avez vu qu'à la fin, on a posé la question qui était avez-vous des plans pour l'avenir? Puis à chaque mois, il y a des questions comme ça qui amènent les personnages à changer. Ouais, fait que c'est très... les règles, en tout cas, moi, je les ai trouvées très intuitives une fois qu'on comprend le fonctionnement du jeu, que c'est pas... nous, dans le cas, on n'avait pas de guide qui guidait l'histoire. N'importe qui pouvait interpréter la place, le décor, n'importe qui pouvait interpréter les différents personnages non-joueurs. Mais après ça, les traits des lieux puis les traits des personnages non-joueurs, ça devient très évident. C'est pas un personnage aventureux, différents traits, différentes caractéristiques, différentes actions qu'il peut faire en tout temps, comme se lancer dans le trouble tête première. Puis c'est vraiment juste, encore une fois, des guides pour nous indiquer comment jouer ces personnages ou ces lieux. Je pense que ça dresse un portrait pas pire de ce qu'on peut faire avec Wonder Home, mais après ça laisse beaucoup de liberté aux joueuses et aux joueurs de définir quand ils jouent quel genre d'expérience de jeu ils veulent avoir. Je pense que tu l'as bien dit, là, c'est une conversation essentiellement, puis je pense que c'est là-dessus que ça met l'accent. Une chose qu'on n'a pas dit, on a parlé de ce voyage, mais comme vous voyez autour de nous, si vous n'avez pas vu la partie, on joue des animaux anthropomorphiques. Vraiment dans un monde où les animaux plus sauvages, c'est les insectes. Mais vraiment, les personnages vont être des animaux anthropomorphiques. Donc, c'est pour ça qu'on avait des ours, ratons laveurs et autres bestioles. Sinon, est-ce qu'on sait il y a combien de livrets dans le livre de base? Il y en a quand même beaucoup. J'ai pas le nombre. J'essayais de retrouver mon PDF là, pour l'ouvrir et regarder, mais Maglou va nous vérifier ça. Au moins une quinzaine. Au moins. Puis, je veux dire, on l'a pas testé. Puis je sais pas si c'est mentionné dans le livre non plus. Mais je pense que si 2 personnes prendraient le même livret,
je pense pas que ça rentrerait nécessairement en conflit non plus. Là. Il y a 15 livrets différents dans le livre de base. Mm-hmm. Donc, déjà ça, c'est énorme. Là. On avait tous des choix déchirants à faire quand on voulait choisir notre livret. On était comme « Ah, mais lui a l'air intéressant, mais lui aussi. » Fait que ça, c'était... Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires sur les règles? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on oublie ou qui vous a frappé? Ben pour faire du pouce à ce que tu dis, Étienne, je pense aussi que on aurait tous pu jouer la même catégorie de personnages sans souci parce que même s'il y a un guide, chacun peut jouer le personnage tel qu'il l'entend. On n'est pas obligé de choisir les mêmes éléments, par exemple sur nos habits, la même apparence. On n'est pas obligé de choisir la même personnalité non plus parce que comme il y a un système de questions qui nous aide à choisir à construire un fond de passé, de background pour notre personnage. Puis donc même si on prend la même catégorie, on n'est pas obligé de jouer tous pareil. On n'est pas obligé. Ben, ça fait pas de répétition en fait, parce que ce sont les joueurs qui amènent la différence. Ouais, effectivement. Sinon, quelles étaient vos attentes avant de jouer? T'sais, on a tous effleuré un petit peu le livre, ou du moins on a regardé un petit peu à quoi on allait jouer avant de se lancer là-dedans. Est-ce que vous aviez des attentes particulières? Comment vous imaginiez peut-être une partie de ce jeu-là? Jocelyne, t'avais l'air... Ben, en fait, moi, c'était la première partie 100 mètres de jeu. Mm-hmm. Donc, ça, j'avais comme pas une appréhension, mais c'était plus... On dirait que j'étais pas capable d'imaginer comment l'histoire avancerait. Mais finalement, ça s'est vraiment bien passé. Tout le monde amenait ses idées, puis on faisait vraiment comme une histoire vraiment qui faisait du sens. C'était un peu ça qui m'inquiétait, dans le fond. C'était pas... c'est ça, j'avais hâte de voir, puis je suis quand même contente de l'histoire qu'on a bâtie, avec vraiment un début, un milieu, quasiment un punch à la fin. Là. Fait que je trouve ça quand même... ça fait comme 5 réalisateurs. Habituellement, ça aurait pu être une catastrophe, mais non. Au final, ça faisait vraiment une belle histoire. Ouais. Par expérience, je vais en parler là, c'est peut-être quelque chose que je me connais, je vais répéter souvent quand on va jouer à ce genre de jeu-là, mais je pense que c'est un genre de jeu qui demande beaucoup plus d'écoute, qui demande de rebondir sur les idées des autres, puis de changer un peu notre état d'esprit là, quand on est habitué à relever des défis dans certains jeux, essayer de surmonter des obstacles. Là, le seul but qu'on a, c'est de créer une histoire qui nous intéresse. C'est pas mal ça. Je sais pas si vous aviez... s'il y a d'autres gens qui avaient... Moi, je sais que j'avais très, très hâte de jouer. C'est un jeu que... je m'attendais à une petite histoire cosy, comme confortable, sortir souriant de ça, puis je pense que j'ai quand même été très, très bien servi. Ça nous a pas empêché de mettre un peu de drame à travers tout ça. Parce que j'aime qu'il y ait du drama dans tout, même dans les petits jeux sympathiques. Mais c'est ça, je pense qu'il a exactement répondu à mes attentes dans mon cas. Là. C'est un jeu que je souhaite rejouer et répéter l'expérience. Ben, moi, la veille, je suis allée regarder des let's plays qui existaient sur Wonder Home. Je suis aussi allée regarder quelques vidéos qui comme essayer de passer à travers le livre pour comme expliquer la structure. Parce que déjà que j'ai peu d'expérience en jeu de rôle, j'ai encore moins d'expérience en maître du jeu, comme Jocelyne, c'est comme première fois une partie sans maître du jeu. Et même si j'avais déjà regardé le PDF, comme exploré, j'avais comme un peu de difficulté à comprendre comment j'allais faire fonctionner le système en créant une histoire. Encore la partie jouer le personnage, ça je trouvais que c'était comme, ok, c'est évident, je vais jouer un personnage. Mais la partie de comment ça
fonctionne mécaniquement, ça venait me stresser un peu du fait de mon peu d'expérience. Fait que je voulais regarder comment d'autres gens jouaient pour avoir une idée de comment ça s'établit, en fait, le principe de token. Mais finalement, les let's play m'ont pas vraiment aidé. Ça m'a juste permis d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemblait en jeu. Mais j'ai bien compris pendant notre partie que finalement, à quel point c'était un outil, puis que c'est, comme le disait Dominique, on peut s'en servir, mais on peut aussi le laisser de côté. Ça dépend. C'est plus des souffles de comment faire rebondir l'histoire qu'une nécessité. Puis, mais c'est ça. Mais sans l'avoir expérimenté auparavant, j'avoue que cette partie-là, j'étais un peu genre, quoi? Comment je vais faire? C'est une bonne vieille question de quand on est enfant, puis on joue à des jeux d'improvisation, puis où on se donne des rôles, des choses comme ça, puis bon, n'importe qui peut dire « Bang, t'es mort ». Puis l'autre peut dire « Non, j'ai réussi ». Puis, tu sais, à la base, qu'est-ce que les jeux comme ça essaient de faire, selon moi, c'est de juste donner une base pour dire « Ben, ça vous donne comme le droit narratif de faire quelque chose, de résoudre un problème ». Mais dans le fond, pour des gens qui ont une bonne dynamique, tu sais, quand t'es dans un groupe qui a une bonne dynamique, puis qui a la même conception, disons, de qu'est-ce qu'ils recherchent dans l'expérience de jeu, dans le ton, je trouve que ça vient tout seul. Parce qu'il y a personne, parce que moi, l'impression que j'avais dès le début, c'est qu'il y a personne qui allait comme essayer de tout résoudre, parce qu'on comprenait que c'était pas ça le but du jeu, tu sais. C'est certain que si t'as quelqu'un qui veut pas vraiment jouer selon les règles, comme dans n'importe quel jeu, puis qui disons, moi, je veux juste comme être le plus fort dans la gang. Tu sais, ouais, mais c'est pas ça le point du jeu. Tu vas juste pas avoir de plaisir, personne va avoir de plaisir. Alors que j'ai l'impression qu'on cherchait tous le même type de choses à travers ce jeu-là, puis naturellement, tu sais, des fois on a utilisé des jetons, d'autres fois je pense qu'on l'a fait peut-être sans utiliser de jetons, mais au final, c'est revenu un peu au même, tu sais, on a fait la même chose. Puis quand on regarde les inspirations, parce que je pensais à ça, qu'est-ce qui m'a attiré vers le jeu, c'est évidemment, on va en parler encore, mais les images, illustrations, mais quand on regarde les inspirations que le J-Dragon a mis, c'est par exemple Brian Jacques qui a fait Redwall. Quoique Redwall, il faut mettre un bémol parce que c'est Redwall mais sans la guerre. Ouais, c'est plus violent Redwall. Ouais, comme quelqu'un a dit, c'est comme Redwall mais les premiers moments où tout le monde comme est heureux puis fait des festins avant que la guerre et la violence tombent. Ou comme Miyazaki du Ghibli, qui encore une fois, c'est pas toujours heureux, c'est pas toujours mignon. Des fois, il y a des côtés plus creepy, plus dramatique. Fait que je pense que c'est un peu ça qui ressortait dans l'expérience, comme tu le disais, Étienne, là, que il y a des beats quand même. C'est pas tout le temps cosy, mais on reste toujours quand même un peu dans ce ton-là. Puis c'est à ça à quoi je m'attendais, puis c'est exactement ce que j'ai eu. C'est ça, faut comprendre qu'il y a vraiment zéro violence. Là. Il y a un livret, le vétéran. Il y a un vétéran de la guerre passée. Il y a une action où elle peut faire, qui est de retirer son épée. Je pense que c'est ça. Je pense que littéralement, il y a une épée qui est toujours dans son fourreau. S'il la retire, il peut tuer quelqu'un d'un coup, mais dans ce cas-là, t'arrêtes de jouer ton personnage. C'est plus un personnage de Wonder Home, parce qu'il a passé la limite. Comme passé de l'autre bord de la limite. Ouais. C'est cool, je savais même pas. Ah, c'est vraiment cool comme option de livret, par exemple. Puis on en a pas parlé, mais dans les traits, il y a des traits spécifiques qui sont des traumatismes, en quelque sorte. C'est des traits qui sont pas nécessairement négatifs, mais qui viennent d'événements traumatiques du passé des personnages qui ont développé certains traits de personnalité. Puis ça peut rendre les choses, justement, même si ça dit sans violence, le jeu assume qu'il y a quand même une réalité qui peut être plus lourde et que même si c'est des animaux, c'est des personnes complexes et complètes. Là. Puis, à ce sujet, j'ai lu justement qu'il y avait des personnes qui se servaient de Wonder Home pour comme s'accompagner avec d'autres personnes par rapport à leur PTSD, donc syndrome post-traumatique. Puis parce qu'on n'a pas forcément besoin de décrire la violence pour travailler sur elle. Et justement, il me semble d'ailleurs que c'est dit dans le livre directement que tu peux, si tu veux, utiliser ce livre comme un outil
de développement personnel, en fait, avec les gens avec qui tu joues pour passer à travers, c'est ça, certaines difficultés, certains chocs. Il y a quand même un détachement, où ça aide le détachement, le fait aussi qu'on joue des animaux, etc. Mais ouais, c'est vraiment cool. Des jeux qui ont cette double application, toujours vraiment, vraiment intéressant. Je pense que c'est aussi important de noter que dans tout le long du livre de Wonder Home, ces traits-là, justement, qui sont associés à des traumatismes, sont tous identifiés puis un peu séparés du reste. Fait que ça ouvre la porte aux gens qui veulent éviter ces genres de thèmes-là, sont facilement identifiables, sont facilement capables d'éviter. Tout autant que ça donne la chance aux personnes qui veulent aller les explorer, d'aller davantage vers ces thèmes-là. Donc, je pense que le livre est super bien conçu dans ce sens-là pour donner la flexibilité aux gens d'explorer ou pas ces différents thèmes-là. Tout à fait. Est-ce qu'on est... Je pense qu'on est prêt à aller vers... on voulait... Même les jeux qu'on va avoir adorés, on voulait essayer de donner le plus possible comme un petit point positif, un point négatif / quelque chose qu'on a moins aimé pour chaque jeu. Ça nous aide à être un petit peu plus critique parce que c'est ça. Même si on aimait ça, faut quand même dire des choses que peut-être que les autres vont moins aimer. Donc, on peut commencer là-dedans, dans nos petites roses et épines du jeu. Marie-Lou, je te laisse la parole. Oui. Moi, personnellement, ce que j'ai vraiment beaucoup adoré de Wonder Home, c'est que l'univers qui est fourni dans le livre est extrêmement riche. Là, t'as tout plein de... Puis c'est riche sans être précis, ce qui fait qu'on peut vraiment comme construire un environnement, mais qu'on a tous les outils, tous les petits Legos qu'on a besoin pour construire l'environnement qu'on veut. Ils sont là, ils sont présents, le jeu les donne, nous laisse interagir avec. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu, dans le livre, a énormément de contenu, comme chaque trait que tu vois est associé avec des actions. Mais c'est pas nécessaire de lire tout au complet ou de savoir par cœur toutes tes actions liées à différents traits puis toutes les actions dans ton book, parce que la plupart des choses comme vont juste se glisser narrativement correctement. Donc c'est un livre qui est extrêmement fluide, qui est extrêmement riche puis qui donne vraiment comme beaucoup de matière pour construire tout ça. Moi, ce que j'ai un petit peu moins aimé, le système de token, j'ai trouvé comme il s'oubliait très facilement, je veux dire. Rapidement, une fois qu'on est rentré dans la dynamique du jeu, je veux dire, l'histoire progressait. Moi, j'ai sur ma fiche, j'avais 3 tokens pendant le jeu. J'ai jamais senti ou nécessité d'en utiliser un. Donc, je trouve qu'une fois que le système est acquis, puis une fois qu'on est comme tous sur la même longueur d'onde, le système est plus ou moins nécessaire dans le jeu. Donc, je sais pas s'il y aurait une façon comme de le bonifier, mais comme tel qu'il est là, je trouve qu'il est pas tant nécessaire. Dominique? Oui, moi je vais abonder dans le sens de Marilou pour le positif. Quelque chose de relié, c'est que pour moi, Wonder Home est un jeu très esthétique. Non seulement parce qu'il est beau, il est léché, si on l'a déjà dit, mais c'est un des jeux que j'ai trouvé les plus évocateurs. Peut-être parce qu'un peu comme Marilou dit, qu'il y a des détails qui sont pas là puis qu'on peut remplir, mais je trouve que c'est très atmosphérique. Ça, tu sais, aller du paisible au plus spooky, puis il y a plein de petites choses de couleurs. Dans tous les sens du terme, il y a de la couleur partout dans ce jeu-là, puis je trouve que c'est parfait pour se faire des images mentales du jeu, puis de partager des images mentales, puis des fois, c'est des choses qu'on prend pour acquis dans les jeux de rôle, alors que la différence du jeu de rôle, généralement, à part si on a une plateforme virtuelle très visuelle, mais c'est que justement, on n'a pas le visuel commun, tu sais, on doit le bâtir, puis on doit bâtir nos références fictives, tout ça, puis pour ça, je trouve que c'est très important de pouvoir avoir des produits qui sont tout de suite évocateurs, incluant pour des gens qui ont peut-être pas des références de films. Tu sais, parfait si tout le monde, par exemple, ont vu les films de Star Wars, ils jouent à un jeu de rôle de Star Wars, puis ils comprennent immédiatement, pas besoin de se remettre des images d'inspiration, mais ça, le jeu est comme contenu en lui-même pour ça. Puis ça, j'ai bien apprécié. Pour un point plus négatif, ça a été très difficile là, de poser des questions sur des points négatifs. Ça fait que je vais aller avec la difficulté pour certaines personnes de passer, de jouer son personnage à un mode plus de réalisatrice ou réalisateur. C'est des choses qu'on a déjà discuté dans le passé entre nous, mais que c'est pas nécessairement évident. Pas seulement le fait qu'il n'y ait pas de... Nous, on a joué sans guide, quoi qu'on peut jouer avec un guide. C'est possible de changer d'une partie à l'autre, si on veut. Mais pour certaines personnes, ça reste que c'est beaucoup plus facile de toujours rester dans le même état d'esprit. Soit on joue comme le décor, ou on joue les personnages, ou on joue les personnages non-joueurs, ou on joue son personnage exclusivement. Mais dans ces jeux-là, souvent, il y a comme un moment où il faut faire
un zoom out. Ça veut où il faut la caméra recule, puis qu'on regarde le paysage, puis on regarde qu'est-ce qui se passe, puis on essaie de voir comment réagiraient les autres personnages dans le décor, mais on n'est pas obligé. Je pense que je sais pas comment vous avez trouvé ça, mais quand t'as le goût, quand tu sens que tu peux faire quelque chose avec un personnage non-joueur, que c'est un bon moment pour l'amener, tu le fais. Mais moi, j'ai pas senti d'obligation non plus, mais il faut dire que c'est pas mon premier jeu non plus du genre, fait que avec un peu de training, ça aide, là. Mais je comprends que ça prend une certaine expérience pour être à l'aise, je trouve, avec ça. Mm-hmm. Ben, shout out à Croustille qui a été notre personnage non-joueur le plus exploité. Pour ceux qui n'ont pas... ça vaut la peine d'écouter la partie juste pour Croustille. Croustille, ouais, c'est ça. Qui a déjà des fanarts de Croustille. Mais oui. De mon côté, mon positif, c'est la même chose, un peu que Dominique et Marilou. De côté évocateur, c'est sûr, qui est là énormément. Souvent, dans les jeux de rôle, t'as à remettre en contexte les autres autour de la table sur qu'est-ce qui se passe, sur comment on est positionné dans la fiction, etc. Puis on n'a pas tant eu à le faire. J'ai l'impression que tout le monde avait les mêmes images, avait le même visuel pas mal toujours de Wonder Home parce qu'on l'a construit ensemble avant également. Fait qu'on avait pas mal les mêmes idées. Sinon, justement, tu sais, Dominique, tu parlais que ce genre de jeu-là, souvent, faut avoir peut-être joué un petit peu à ce genre de jeu avant d'être vraiment à l'aise. Mais les jeux comme Wonder Home qui ont pas de maître de jeu dédié, que c'est vraiment tout le monde a un peu le contrôle. Souvent, ce que j'ai remarqué dans le passé, c'est que tu as besoin de jouer 2 fois. Ouais. Tu as besoin de jouer une première fois pour comme prendre tes repères, pour comprendre un petit peu le système. Et après la deuxième fois, ta partie va être vraiment meilleure. Mais Wonder Home, j'ai pas ressenti ça nécessairement. À cause que le système est vraiment léger, presque optionnel, comme on disait. Il n'y a pas cette barrière de OK, il faut que je comprenne tous les petits principes pour bien faire avancer l'histoire. C'est non, on discute, on répond à nos questions. Les jetons sont là, les actions des jetons sont là pour, comme disait Jane, pour nous pousser, donc pour nous donner des pistes. Mais étrangement, c'est aussi mon point négatif, les jetons. Parce que le système est très important pour moi dans le sens où un bon système va vraiment renforcer l'expérience que le jeu souhaite amener. Wonder Home le fait, mais il est facile à oublier ou, comme moi, puis je pense pas que je pense qu'on avait discuté, puis je pense que j'étais pas la seule personne à avoir fait ça. Au début, tu regardes trop les actions des jetons. Fait que là, je regardais les actions, puis j'étais comme, OK, comment je vais faire, quand est-ce que je vais pouvoir faire une des actions des jetons? Puis là, j'attendais le bon moment, puis des fois, ça l'a vraiment aidé l'histoire, mais il y a d'autres fois que je regardais trop mes actions, puis je portais pas assez attention à ce qui se passait nécessairement. Fait que c'est de trouver la balance, je pense, là-dedans. C'est pas un gros point négatif, là, mais c'est vraiment... c'est la petite chose que je dirais. C'est tout le monde a à peu près la même liste, à part quelques actions spéciales, comme par exemple aider les autres, qu'il y a quelqu'un qui essayait toujours de nous aider. Hein? Mais c'est ça. Quelques petites actions spéciales, mais sinon c'est ça. On a pas mal toutes la même, fait que j'imagine que faire plusieurs parties sont pas super nombreuses, fait que ça devient super instinctif à un moment donné. Mais tu sais ça, la première partie, j'avais un petit peu plus les yeux rivés sur ces actions-là. De mon côté, ce que j'ai aimé dans le jeu, c'est comme en fait, on a à peu près tous les mêmes réflexions, mais j'ai vraiment aimé le cadre qui est très poétique de l'univers. Aussi le fait qu'on soit des animaux, c'est vraiment chouette. Parce que... Chouette! J'ai même pas fait exprès. En fait, ce qui
qui est agréable avec le fait qu'on soit des animaux, c'est que parfois, quand on crée nos personnages, on a tendance à vouloir faire des versions, ben, je sais pas vous, mais moi, parfois, je veux faire des versions idéalisées de moi-même, par exemple, que je serais comme, oh shit, ce serait donc ben nice d'être comme cette personne ou autre. Et là, au moins, ça permet de décrocher de cet aspect-là, puis d'aller plus dans, OK, qu'est-ce qui est genre cute et sympa et que genre ça va être le fun de jouer. Fait que je trouve que ça aide aussi à mettre l'aspect cosy en fait. Le fait qu'on n'essaie pas de jouer des humains qui sont plus ou moins grands, plus ou moins musclés. Voilà. Et ça aide aussi, je trouve, à aller dans le ton du fait que ça va être une histoire, c'est comme douce. Et donc, j'ai bien aimé cet aspect-là. J'ai aussi remarqué que dans certaines fiches de personnages, il y avait des options qui étaient quand même queer-friendly, dans le sens où il y avait, par exemple, des personnages où tu pouvais choisir que tu essayais d'être manly, donc plus homme, mettons, ou tu ne pouvais pas l'être. Comme tu pouvais choisir ta option, mais tu n'étais pas obligé. Fait que je trouvais que c'était un clin d'œil nice qui s'entendait que tout le monde n'était pas forcément homme ou femme. Donc ça, je trouvais que c'était très chouette. Sinon, moi, j'ai trouvé que l'enjeu, c'était justement de comment laisser la bonne place aux autres. Surtout le fait qu'on faisait un one-shot. Parce que aussi le fait qu'actuellement, on se connaît moyennement dans le podcast. Et comme à des moments, je prenais la parole, j'y allais, mais j'étais comme, est-ce que je prends trop la place? Est-ce que j'ai pas laissé le temps à une autre personne de rebondir? Est-ce que je suis allée trop rapidement? Et ça, à la fois, c'est aussi un point positif parce que ça montre que Wonder Home, c'est là pour que chacun on ait notre espace pour s'exprimer. Et ça te fait travailler en tant que joueur, c'est sûr. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment le gros enjeu sur le moment. Aussi amené, moi j'ai joué un personnage qui était un NPC. Et effectivement, ça a fait que j'ai un peu abandonné mon personnage. Donc, j'ai trouvé que c'était moins évident, effectivement, d'avoir les deux en même temps pour que chacun ait leur place. Et une dernière chose, c'est que c'est un univers qui est très poétique, mais peut-être le fait que ce soit un one-shot, peut-être le fait que c'était la première fois faisait que ben, j'ai trouvé que personnellement, je développais peut-être pas assez la poésie. Dans le sens, ça aurait peut-être pris des moments plus narratifs, on aurait pris le temps de dire, et là, il y a le ciel qui est comme ci, le paysage, etc. Et c'est ça. Et je pense que, comme disait Étienne, parfois, moi, je trouve que c'est un jeu qui, pour moi, en tant que personne débutant, ça prendrait 2 fois, justement, parce que là, j'ai comme compris le cadre. Fait que j'imagine la prochaine fois, je serais plus dans l'expansion du côté poétique et je trouve que là, j'y ai moins été. Bref, j'espère que c'était Le clair. pire, c'est que d'écrire des moments poétiques, ça donne des jetons en plus. Oui, c'est ça. C'est ça que je pensais exactement. C'est déjà intégré dans le jeu, ouais. Jocelyne? Ben c'est ça qui arrive quand on passe en dernier. Hein. Donc, effectivement, c'est vraiment mon point positif, c'est vraiment l'univers parce que je le voyais là où on arrivait dans le jardin, je voyais le jardin, je voyais les citrouilles. À chaque étape, je le voyais, tu sais, les champignons même. C'était d'une façon très visuelle que je me le. Donc, à cause de ça. Aussi le fait que c'était la saison aussi, je trouvais que ça nous mettait tout le concept de saison me mettait beaucoup dans le concept. J'avais les senteurs, j'avais l'impression que j'avais comme tout le paquet d'émotions qui venaient avec la saison et l'univers et le côté féerique un peu. C'est ça, sans violence, avec des couleurs, des lucioles et tout ça. Ça, je trouvais que c'était vraiment. Et qu'à travers ça, on a quand même réussi à faire une histoire, justement, que c'était pas juste quelque chose comme un poème, c'était vraiment un scénario, comme je disais, avec une chute et tout ça. J'ai quand même trouvé ça intéressant. Puis, qu'est-ce que je trouvais un petit peu moins intéressant, sans être plein négatif, c'était ça, le système de jetons. Dans le fond, j'avais plus l'impression qu'il me brimait
qu'il m'aidait parce que dans le fond, j'écoutais, je rebondissais, puis c'était jamais comme dans la liste. Fait que là, j'étais là, faut-tu que je l'insère, faut-tu... C'est ça, c'est ça. Fait que finalement, je l'ai pas utilisé tant que ça, puis j'avais pas de remords. Fait que je me suis dit, c'est peut-être moi peut-être que j'ai perdu des points, mais c'est pas grave. Moi, je trouvais plus intéressant, justement, de rebondir sur ce que les autres, l'histoire, comment ça s'en allait, que vraiment essayer d'insérer ce qu'il y avait dans la liste pour gagner des jetons qui, au final, n'étaient pas obligatoires. Et aussi, ce qu'on n'a pas parlé, mais peut-être que, encore là, parce que c'était mon premier jeu sans maître du jeu, c'est toute la partie préparation qu'en fait un maître du jeu peut faire avant. Là, il fallait la faire. Là, je sais pas si on comptait ça dans le jeu ou pas. Là. C'est ça que. Oui, ça fait partie du jeu, je pense. Parce qu'en temps normal, c'est ça, on prépare notre personnage, puis les maîtres du jeu préparent le reste, mais là, on avait tout préparé le monde, c'est ça, les NPC, qu'on n'a pas nécessairement le montrer, mais c'était quand même une bonne partie de temps là, que on avait peut-être, en tout cas, moi, j'avais sous-estimé ce temps-là au départ. Ouais, ben c'est ça, pour les gens que ça... On était supposé, dans le fond, enregistrer tout ça d'un coup, puis on a fait notre vidéo de présentation juste avant du projet, puis ça a donné qu'on a fait OK, c'était quand même long, fait qu'on pourra pas faire la partie maintenant, puis on voulait prendre le temps de jouer, fait que c'est ça, on a joué un autre jour. Mais oui, effectivement. Fait que c'est pas un gros point négatif, un coup, tu sais, que c'est ça, que ça fait partie du jeu et tout ça, mais c'est ça, c'était de le... Peut-être que c'est comme ça dans tous les jeux, sans mettre du jeu non plus, je sais pas, là, mais c'est ça. Mais si on, c'était quand même très intéressant à faire, là, cette partie-là, parce que c'est ça, c'était de créer chacun nos personnages, choisir en groupe un peu nos... puis finalement, on avait souvent des choix intéressants, là, que tout le monde, on s'entendait quand même bien, là. On va le voir, ça dépend vraiment des jeux. Il y a des jeux que la préparation se fait en groupe, mais ça prend vraiment comme 2 minutes. Mais Wonder Home, c'était un peu plus de discussion, etc. Puis quelqu'un aurait pu le faire seul avant, je pense. Mais moi, personnellement, j'ai aimé qu'on le fasse ensemble, mais c'est effectivement, on a eu tout le même commentaire après de OK, c'était plus long que ce qu'on s'attendait. Ta première partie, tu créé tout ça avec le groupe aussi, Dominique? La première partie que tu avais faite? Oui, on l'avait créé en même temps, je crois. Je me rappelle plus combien de temps ça avait pris en tout. Peut-être comme 3 heures. Nous, on a fait une partie d'environ 2 heures, plus le temps de préparation avant. Fait que c'est peut-être environ dans les 3 heures, là. Ça dépend vraiment. On peut arrêter, je pense, une partie de Wonder Home quand on veut. C'est pas comme si on a un objectif clair et si on ne réussit pas, on a échoué la quête. Puis non, tu sais, on peut décider quand ben là on a assez. Ou c'est ça qui est le fun un peu avec ce jeu-là. Je trouve qu'il nous guide là-dedans, mais il nous donne beaucoup de liberté. C'est pas grave, là. Faites juste un moment plaisant entre amis, puis passer à autre chose après. Mais une chose qu'on peut faire aussi, c'est utiliser des générateurs aléatoires. Puis d'ailleurs, je mettrai des liens, mais j'avais trouvé quelques générateurs, par exemple, de personnages non joueurs, de lieux. Puis ça, les lieux, il y a beaucoup de petits choix à faire, comme les choix esthétiques, le folklore. Il y a un élément folklorique dans chaque lieu, tout ça. Puis si les gens sont juste intéressés à avoir quelque chose qui génère rapidement, ben utilisez le générateur aléatoire, puis ça va vous prendre le cinquième du temps, peut-être. Vous allez encore avoir à faire les relations entre les personnages, tout ça. Mais en tout cas, moi, je suis un gros fan de ça dans les jeux, sans maître de jeu, des générateurs aléatoires pour commencer rapidement. Mais de s'entendre sur un monde commun, ça, je trouve que c'est important pour après assurer que tout le monde participe. Et au jeu, parce qu'on l'a vu, tout le monde ici, on a dit qu'on avait une image claire de qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était le monde de jeu. Mais je pense que ça montre que ça vaut la peine d'investir de l'énergie là-dedans, dans la création collective du monde. Yes, on a eu un chat. Vous allez pouvoir jouer à Où sont les chats? Sauf si vous écoutez le podcast, là, c'est plus difficile. Si vous écoutez le podcast, faut juste entendre les bruits de chat. Je voulais qu'on parle aussi de rejouabilité du jeu avec la première question très simple que je pose à tous. Est-ce que vous referiez une partie de Wonder Home? Absolument. J'ai vraiment beaucoup aimé le système. C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de montrer à ma gang de jeux de rôle. Puis très hâte d'en faire une partie.
Moi, n'importe quand. Là. Ça peut être une expérience éphémère comme ça, mais ça pourrait être aussi des personnages qu'on prend puis qu'on laisse de temps en temps. Puis moi, je pense que si on y retournait dans 6 mois, on pourrait y retourner comme ça, puis on retrouverait les personnages sans problème. Moi, mais avec des personnes, tu sais, que je sais qui aimeraient ça. Ouais. Pas n'importe quel joueur. Mhm. À cause de la partie, justement, un peu réalisateur, c'est pas tout le monde qui est prêt nécessairement à se lancer comme ça. Non, définitivement. Ce genre de jeu-là est pas nécessairement fait toujours pour tout le monde. Tu sais, il y en a qui aiment beaucoup plus se faire guider. Malgré que tu peux avoir une position de... Je pense que Wonder Home te permet même de jouer seulement ton personnage s'il suffit d'avoir une personne dans le groupe qui est prêt à prendre un petit peu plus le lead. Puis je pense que ça se fait très bien. Moi aussi, j'y rejouerais sans souci. Moi également, puis je lance même la piste de peut-être qu'un jour on fera des podcasts qu'on revisite des jeux qu'on a déjà fait par le passé. Avec invités ou entre nous. On lance des idées comme ça, on est encore dans les balbutiements de tout ça. Donc est-ce que vous pensez qu'il y aurait manière de changer des éléments du jeu pour modifier l'expérience, ce qu'on appelle communément des hacks, donc transformer le jeu, le changer d'une certaine façon. Le meilleur exemple, puis on en a parlé rapidement, puis il y en a, j'ai regardé, puis il y en a vraiment beaucoup, c'est les livrets. Pour changer l'expérience ou renouveler l'expérience. Des livrets de fans, si on regarde sur le site itch.io, qui est pas mal, si vous voulez des jeux de rôle indépendants, c'est pas mal là qu'il faut aller. Il y en a... Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, si je descends, il y en a à peu près genre une quarantaine de livrets supplémentaires. Puis encore là, il y en a qui a plusieurs livrets dans un kit. Fait que il y a le libraire, le hanté, le gardien de cimetière. Si! Ben, il y a une expansion d'ailleurs, une expansion officielle qui était un des objectifs du Kickstarter, un des stretch goals, qui a des livrets additionnels et un livre de cuisine intégré, inspiré de Wonder Home. Ça, c'est... Amenez du Wonder Home à vous. Il y en a vraiment beaucoup. Pour comment le jeu peut être joué différemment, j'ai pas particulièrement d'idée de hack spécifique. Par contre, j'ai l'impression que à partir du moment où on respecte l'univers, on peut vraiment l'utiliser comme on le souhaite. Et donc, par exemple, si on veut un maître du jeu, on pourra en avoir un. Mais je vois aussi l'idée que si on veut comme importer un personnage qu'on a déjà créé ailleurs et juste comme le transformer suffisamment pour qu'il fit dans l'univers, ben, pour que ce soit par exemple une expérience pour lui de se développer ou de continuer son aventure autrement, mais évidemment de manière non violente, mettons, parce que souvent les jeux de rôle, on s'entend, il y a du fight. Ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Et alors j'ai l'impression que finalement les hacks, c'est ce que toi tu as envie de faire. C'est par exemple, si j'avais voulu jouer le même personnage que celui que je faisais dans ma game d'Avatar, je suis sûre que j'aurais donné une apparence animale, puis je pouvais faire jouer au moins le même caractère, le même prénom, puis lui faire vivre aussi une histoire qui respectait l'univers. Et que c'est en ça que je trouve c'est riche de la part de Wonder Home, c'est que tu sens que c'est un univers de possibles, puis que c'est toi en fait qui décide où est-ce que tu t'en vas avec ça. Ouais, je dirais que ce serait une façon d'apporter des modifications éventuellement.
Ouais, je pense que tant qu'on respecte les principes de base de l'univers, des choses pour moi qui sont ancrées dans l'expérience d'un Wonder Home, comme les animaux anthropomorphes, je trouve que ça serait juste pas la même chose. Ce qui veut pas dire que c'est mal, là. Si vous jouez des humains dans Wonder Home, si ça vous tente, faites ce que vous voulez là, chez vous. Mais juste que pour moi, ça change beaucoup l'expérience ou encore le côté non violent. Si on aimait la violence dans Wonder Home, de façon banalisée, ça enlève beaucoup de qu'est-ce qui fait de ce monde-là unique. Mais c'est pour ça qu'on peut faire tant de livrets, parce que les livrets, je pense qu'ils respectent tout ce ton-là, même s'ils ont des expériences de jeu très différentes. Puis d'un autre côté, je pense que on pourrait facilement prendre des trucs, par exemple les natures ou les traits. Tu sais, tout ça, ça peut aider à l'expérience dans d'autres jeux. Si vous voulez maîtriser d'autres jeux, par exemple, qui a beaucoup de voyages ou d'exploration, ben les éléments comme esthétiques dont on parlait, ça, je pense que ça peut servir. Par exemple, je pense à Ryutama, là, parce que je sais que c'est quand même assez connu maintenant au cas où s'il y a des gens dans le public qui connaissent ça, mais ça existe d'autres jeux de voyage, même dans Donjons et Dragons, si vous voulez, si ça vous donne des inspirations pour la prochaine rencontre de votre groupe, ben allez-y, tu sais. Mm-hmm. La méthode de créer des lieux, des traits, c'est toutes des choses qui peuvent être transposables. Puis je pense que, comme disait Marie-Lou, le monde est assez une dictée trouée qu'il n'y a pas tant de choses établies, là, à part les saisons. Il n'y a pas énorme... Quelques petites fêtes, les saisons, puis le nom du monde, qui est Aert. En tout cas. Ça, là... ça, c'est mon point négatif, le nom du monde. Trop dur à prononcer. Mais ouais, je pense que c'est assez ouvert pour qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur ce magnifique jeu? Ça fait pas mal le tour. Jouez-y maintenant. Ouais, c'est ça, jouez-y maintenant. Mais pour vrai, je pense que c'est ça. Je pense on a vraiment eu une belle première expérience. Puis, comme on disait, on se connaît pas encore. Essentiellement, c'était notre deuxième partie ensemble. On a fait une partie hors onde de For the Queen, qu'on va peut-être ramener pour vous, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient beaucoup le découvrir. Et ça a super bien été. Encore une excuse pour jouer à For the Queen pour Étienne. Toujours, toutes les excuses sont bonnes pour jouer à For the Queen. Mais c'est ça. Wonder Home, vraiment un petit jeu de détente. Si vous voulez vous mettre le sourire avec des belles images, c'est un merveilleux jeu, que ce soit avec ou sans guide. Fait que pour ceux qui aiment mieux se faire guider, hein, on peut le faire. Merci d'avoir été là pour cette première discussion, à celles et ceux qui nous écoutent. Merci aussi à toutes les magnifiques personnes qui sont présentes, toutes les intervenantes et intervenants sur le podcast. On vous invite à nous suivre sur YouTube, à nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcast, et espérons au moment où ce podcast soit publié sur Google Play, parce que c'est plus long sur Google Play. Fait que je vais croiser les doigts pour que quand ça soit publié... On est sur Discord? On a également un serveur Discord. Le lien va être dans la description du podcast et de la vidéo. Donc, joignez-vous à notre Discord. Pour le moment, on pose des memes puis des gifs. Puis on discute, on partage l'actualité des Kickstarter de jeux de rôle. On jase de tout et de rien. Donc, joignez-vous à nous, venez discuter. Ça va nous faire plaisir. On vous remercie, on vous souhaite une excellente journée. On se revoit dans un autre podcast ou une autre vidéo très bientôt. Au revoir tout le monde. Bye bye! Au revoir!